On a présenté l'Amérique latine comme un laboratoire au début des années 2000, notamment en Europe, pour une raison assez simple, c'est qu'à cette époque-là, la gauche européenne rencontrait des difficultés. Les premières de ces difficultés étaient liées au fait que, bien qu'au pouvoir dans la plupart des pays européens, la gauche nous expliquait que l'État ne peut pas tout. Le gouvernement de Lionel Jospin en France a privatisé davantage que tout autre gouvernement dans l'histoire de France. Et donc, à ce moment-là, où on nous expliquait du côté européen qu'il n'y avait pas d'autre politique possible, des gouvernements latino-américains cherchent à sortir de l'ornière néolibérale. Donc évidemment, pour la gauche européenne, l'Amérique latine a constitué un laboratoire. Depuis quelques années, je dirais depuis 2012 environ, les choses vont beaucoup plus mal pour l'Amérique latine, mais elle demeure un laboratoire. C'est-à-dire que pour la gauche européenne qui cherche à s'intéresser au processus de transformation sociale, s'intéresser à l'Amérique latine a tout un sens lorsque la région enregistre des résultats sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan stratégique, mais s'intéresser à l'Amérique latine lorsqu'elle rencontre des difficultés demeure une source d'inspiration, de réflexion cruciale. Donc je pense que l'Amérique latine, en difficulté à l'heure actuelle, confrontée à une crise économique, à des crises politiques, doit encore susciter, motiver notre intérêt. Les difficultés que rencontre l'Amérique latine peuvent être, à mon avis, divisées en deux catégories. La première catégorie concerne le mécanisme de la démocratie. On peine parfois à s'en souvenir, mais il est assez récent de se dire, pour la gauche latino-américaine, que la transformation sociale peut passer par les urnes. La plupart des dirigeants au pouvoir à l'heure actuelle, que l'on songe à Dilma Rousseff, présidente du Brésil, à Alvaro García Linera, vice-président de la Bolivie, et tout un tas d'autres, Pepe Mujica, ancien président de l'Uruguay, tous ces gens ont milité dans des guérillas, ont à un moment donné œuvré à une stratégie de prise du pouvoir en prenant les armes. Aujourd'hui, ils font un pari différent, en grande partie parce qu'ils se sont rendus compte que la première stratégie ne fonctionnait pas, et ils se disent que les urnes, la voie démocratique, offrent davantage de chances, non seulement peut-être d'arriver à la révolution, au socialisme, mais surtout de rester en vie au moment où les choses se mettent en mouvement. Ils choisissent donc la voie des urnes. Mais cette voie des urnes, on le sait, est jonchée d'obstacles. Et les obstacles que rencontre la gauche latino-américaine en prenant la voie des urnes sont des obstacles que la gauche connaît depuis très longtemps. Quels sont-ils? Eh bien, dès lors que la population n'est pas totalement révolutionnaire, ne souhaite pas du jour au lendemain œuvrer à la transformation radicale de la société, il faut, pour parvenir au pouvoir, mettre en place des coalitions. Des coalitions de personnes qui sont plus ou moins mobilisées, plus ou moins radicales. La deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes à la tête d'un parti politique, d'un mouvement social, et que vous êtes élu, vous parvenez au pouvoir, il faut peupler les ministères, peupler les administrations. Or, vos forces en général sont assez faibles. Et donc, vous avez une déperdition de forces d'organisation au profit des structures administratives qui font que le parti qui vous a porté au pouvoir est la principale victime de votre accession au pouvoir. Ça pose un autre problème. Troisième problème, la liste est longue. La démocratie a tout un tas de vertus, elle a aussi un gros défaut, c'est qu'elle impose de remettre son mandat en cause de temps en temps. Or, le rythme démocratique, le rythme de la démocratie, la succession des scrutins, n'est pas du tout le rythme de la mise en œuvre des réformes. Il arrive que donc on soit contraint de mener une campagne avant d'avoir pu faire la démonstration du bien fondé de la stratégie qu'on souhaitait mettre en œuvre. Et l'on pourrait continuer sur les difficultés que présente ce choix vertueux, je le précise, de la voie démocratique. Mais j'en viens tout de suite à la deuxième grande catégorie de difficultés que rencontre la gauche latino-américaine à l'heure actuelle et qui, à mon sens, mettent en lumière toutes les autres, ce sont des difficultés d'ordre économique. Qu'observe-t-on à l'heure actuelle? Eh bien que les économies latino-américaines connaissent une stagnation pour les plus vaillantes d'entre elles et une récession pour d'autres, comme le Brésil. On s'attend à ce que le Venezuela connaisse une récession d'environ 8%, avec un taux d'inflation qui dépasserait 200% pour l'année en cours, qui pourrait s'élever jusqu'à 700% bientôt. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est d'où vient cette difficulté économique? Principalement du ralentissement chinois, et donc du ralentissement d'une demande en matières premières qui avait porté l'activité dans cette région, mais ce qui doit conduire à l'observation d'un paradoxe. Il faudrait donc qu'un pays à l'autre bout de la planète, la Chine, connaissent une croissance forte pour que des pays latino-américains puissent mettre en œuvre des programmes sociaux, puissent mettre en œuvre leurs ambitions de transformation de la société. On a donc là un phénomène de grande dépendance de la région latino-américaine à
des moteurs de croissance qui se trouvent ailleurs. Or, ce phénomène est aussi vieux que l'insertion de l'Amérique latine dans le système de l'économie monde, puisqu'au moment de la colonisation, l'Amérique latine a été reléguée, parfois violemment, au rôle de producteur de matières premières. On lui a interdit, parfois à la force des baïonnettes, de produire elle-même les biens transformés, de développer un secteur industriel. L'Amérique latine se trouve donc dans une situation de dépendance économique. Bon, cette situation, les dirigeants latino-américains la connaissaient avant d'arriver au pouvoir. Ils ont essayé de développer l'industrie, de développer ces secteurs qui produisent de l'emploi, qui permettent de se prémunir contre les chocs économiques qui bousculent, qui secouent d'autres régions du monde. Mais ils ont eu beaucoup de mal à le faire. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que leur stratégie de réindustrialisation des économies reposait sur l'idée qu'on pouvait diviser le patronat en deux grands groupes. Le patronat industriel d'un côté, qu'il fallait aider à se développer, producteur d'emplois, parfois nationaliste, avec une conception d'un projet national propre. Et puis de l'autre côté, un patronat financier, ouvert à l'étranger. Or, depuis la mondialisation, depuis la financiarisation des économies, la frontière entre patronat industriel et patronat financier a largement disparu. Pour le patronat à vocation industrielle, au Venezuela, il est plus intéressant d'investir sur des produits financiers, de spéculer sur la valeur de la monnaie, que d'investir dans des machines-outils, un appareil de production. Au Brésil, il en va exactement de la même façon. Les industriels ont beaucoup plus de motivation, sont beaucoup plus intéressés par le rendement que leur offrent des produits financiers que par celui, beaucoup plus pauvre, des investissements productifs. Ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, ça semble une évidence, mais il faut en mesurer la portée, elle est tout simplement que le patronat ne fait jamais preuve d'une grande bienveillance à l'égard de la gauche. Et donc, lorsque la gauche l'invite à faire un effort, à essayer de développer l'appareil productif, de participer à ce projet national, rien ne contraint le patronat à jouer le jeu. Et en général, il ne le joue pas. Et là, on se retrouve face à une difficulté assez importante qui est de s'interroger sur quels sont les leviers qui permettraient à une force démocratique, ayant fait le choix de la voie démocratique pour parvenir au pouvoir, quels sont les leviers dont elle dispose pour inciter, parfois un peu fortement, des acteurs économiques à bien vouloir jouer le jeu qu'on les invite à jouer. Et ça, c'est une partie qui n'est pas facile et qui me semble avoir été perdue dans les deux pays que j'ai cités, à la fois le Brésil et le Venezuela. Le pari de la gauche latino-américaine, de manière générale, a été de dire qu'il était possible d'œuvrer à une transformation progressive de la société qui bénéficie à tout le monde. Ce pari avait tout un tas de vertus, notamment dans sa capacité à agglomérer des forces qui permettaient de consolider une base électorale importante. Il a été rendu possible par un contexte géopolitique particulier qui faisait que des richesses importantes se déversaient sur la région, notamment à travers la consommation chinoise en matières premières, et permettaient à la fois d'augmenter les revenus des oligarques agricoles, puisque leur production trouvait des débouchés, d'augmenter la production des industriels locaux, puisque le marché interne était développé, d'augmenter les bénéfices du secteur financier, puisque l'économie tournait à plein, et évidemment d'augmenter les conditions de vie de la population. Dans un contexte comme celui que nous connaissons à l'heure actuelle, où la demande chinoise est beaucoup moins importante, où l'activité économique est moins importante, pour continuer à œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de la population, il faut trouver de nouvelles sources de richesse. Elles ne viennent plus de l'étranger, elles ne viennent plus de la consommation chinoise, elles doivent donc venir d'autres lieux dans l'économie. Et ces lieux, on les connaît fort bien. Le principal, c'est la fiscalité, l'impôt qui est demandé aux entreprises ou bien aux grandes fortunes. Or, pour obtenir des grandes fortunes brésiliennes, vénézuéliennes, latino-américaines de manière générale, qu'elles concèdent de verser des impôts conséquents, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle, il faut pouvoir engager un bras de fer important, un bras de fer violent sur le plan social. Or, la difficulté pour la gauche latino-américaine à l'heure actuelle, c'est qu'elle s'est elle-même affaiblie par sa stratégie antérieure de conflit minimum et elle a perdu une grande partie de ses bases sociales, les bases qu'il aurait fallu pouvoir mobiliser pour engager ce bras de fer visant à transformer de façon structurelle les économies et produire les richesses nécessaires pour poursuivre le travail de transformation sociale.